Je m'appelle Ronaldo, Ray pour faire court, et à 34 ans, je n'aurais jamais imaginé que mon succès dans la tech transformerait ma famille en parasite financier. Ce jour-là, aux Bahamas, en regardant mon père siroter le cocktail hors de prix que j'avais payé tout en me disant que je ne méritais pas ces vacances parce que j'avais pris un appel professionnel, quelque chose en moi a finalement craqué. Après des années à financer leur vie, à payer leurs dettes et à être traité comme rien de plus qu'un distributeur automatique ambulant, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Avant que je ne vous raconte la suite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à tenir tête à une famille qui vous tenait pour acquis. J'ai grandi dans un quartier ouvrier du sud de Boston où l'argent était toujours un problème, mais la fierté était profonde. Notre appartement de 2 chambres nous abritait à 4 dans des quartiers exigus qui sentaient toujours la lessive bon marché de ma mère et la bière bas de gamme de mon père. Nous n'étions pas assez pauvres pour recevoir de l'aide, mais jamais assez à l'aise pour nous détendre face aux factures. Mon père, Marcus, travaillait dans la construction quand son dos ne le faisait pas souffrir ou quand il n'avait pas flambé sa paie aux courses. Il avait des mains fortes, calleuses par le travail, qui pouvaient tout construire, mais qui pouvaient aussi claquer les portes et les murs quand les chevaux ne couraient pas assez vite. Le jeu n'était pas un secret, mais il n'a jamais été reconnu comme un problème. C'était juste papa qui se défoulait, selon ma mère. Ma mère, Hélène, faisait fonctionner notre famille en tant que secrétaire d'école à l'école primaire locale. Elle gérait nos finances décroissantes avec la précision de quelqu'un habitué à étirer les dollars au-delà de leur point de rupture. Émotionnellement, elle était comme un livre fermé avec quelques pages manquantes, présentes, mais jamais vraiment disponibles quand il s'agissait d'affection. La calculatrice et le chéquier étaient ses compagnons constants à notre table de cuisine, son visage illuminé par les rides de l'inquiétude alors qu'elle accomplissait des miracles mensuels pour faire cadrer les chiffres. Puis il y avait ma sœur aînée, Nathalie, l'enfant prodige. 3 ans de plus que moi et, d'une manière ou d'une autre, exemple de la responsabilité financière qui allait plus tard devenir mon fardeau permanent. Elle obtenait les premiers vêtements neufs, les cours de danse, les frais d'inscription à l'université sans discussion. Quand elle avait besoin d'argent pour le bal de promo, il se matérialisait malgré les avis de facture qui s'empilaient sur le comptoir. Mon jeune frère, Kyle, complétait notre dynamique familiale en tant que bébé qui n'a jamais vraiment eu à grandir. 2 ans plus jeune que moi, il se laissait porter par la vie avec un sourire charmant et une capacité remarquable à éviter les conséquences. Quand il a démoli sa première voiture à 16 ans, mes parents ont contracté un prêt pour la remplacer. Quand il a échoué à des cours, ils ont engagé des tuteurs qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, l'éternel responsable. J'ai commencé à livrer des journaux à 11 ans, à approvisionner les étagères des épiceries à 14 ans, et à travailler en cuisine à 16 ans. J'économisais de manière obsessionnelle, cachant l'argent dans un exemplaire évidé de Gatsby le Magnifique, car j'avais appris très tôt que l'argent laissé visible avait une façon de disparaître dans des urgences familiales. Ray est doué avec l'argent, est devenu le raccourci familial pour « Ray nous sortira d'affaires ». Le schéma s'est établi tôt et sans ma permission consciente. À la fin du lycée, j'avais économisé assez pour 2 semestres à l'université de Boston pour étudier l'informatique. Je cumulais 3 emplois à temps partiel tout en maintenant une moyenne de 3,8/4, des services du matin dans une boulangerie, l'inventaire le week-end dans un magasin d'électronique, et l'assistance de nuit au laboratoire informatique de l'université. Le sommeil était devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre, mais l'éducation était ma voie de sortie. Le schéma d'extraction financière a commencé pendant ma 2e année, lorsque le camion de mon père est tombé en panne. Juste jusqu'à la prochaine paie, a-t-il promis en empruntant $800 à mes économies pour les frais de scolarité. La prochaine paie est devenue le mois prochain, puis a été complètement oubliée. J'ai comblé le déficit en prenant des services supplémentaires et en mangeant des nouilles instantanées pendant des semaines. Puis il y a eu le traitement de canal de ma mère, le dépôt de garantie pour le premier appartement de Kyle, et les cartes de crédit de Nathalie au maximum. Chaque urgence me fut présentée avec un mélange de honte et d'attente, toujours avec des promesses de remboursement qui ne se sont jamais matérialisées. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et une dette importante malgré mon travail constant. Les prêts étaient les miens, mais le diplôme est devenu la réussite collective de la famille. Nous nous sommes tous sacrifiés pour ton éducation, me rappelait régulièrement ma mère, oubliant commodément les nuits où je rentrais en titubant à 2 heures du matin après mon service de fermeture pendant qu'il dormait. Mon premier vrai emploi fut dans une start-up technologique de Boston, payé $45 000 par an.
Une fortune dans l'économie de ma famille. J'ai trouvé un minuscule studio mais j'ai retardé mon déménagement quand ma mère a souligné à quel point la famille avait besoin de ma contribution aux dépenses du ménage. 6 mois de plus sous leur toit signifiait 6 mois de plus impôts familiales, comme j'appelais en privé les demandes constantes d'aide financière. Quand j'ai finalement déménagé, la distance était physique mais pas financière. Les appels ont continué. Kyle avait besoin d'argent pour sa caution après une bagarre de bar. Papa avait besoin de soins dentaires que l'assurance ne couvrait pas. La voiture de maman est tombée en panne sur l'autoroute. Chaque crise était livrée avec une attente croissante plutôt qu'une appréciation pour mon aide. L'opportunité dans la Silicon Valley est venue à la fois comme un salut professionnel et une complication familiale. Le salaire a bondi à 90 000 $, ce qui aurait dû signifier la liberté, mais ma famille l'a vécu comme une aubaine à leur profit. La distance signifiait qu'ils ne pouvaient pas voir mon petit appartement ou mes dîners de nouilles instantanées alors que je continuais à économiser et à envoyer de l'argent à la maison. La Californie doit bien te traiter, est devenu leur code pour « tu peux te permettre de nous aider davantage ». La distance ne diminua pas leurs attentes, elle ne fit qu'éliminer toute hésitation restante à demander. Sans voir mes circonstances réelles, ils m'imaginaient vivre dans le luxe pendant qu'ils luttaient, créant un récit qui justifiait leur demande croissante. À mon 28e anniversaire, j'étais involontairement devenu la banque familiale, un rôle que j'acceptais avec un ressentiment grandissant, mais une loyauté continue. Chaque promotion, bonus ou augmentation n'était pas ma réussite, mais la ressource élargie de la famille. La dynamique était en place, le schéma établi. J'étais le responsable, celui qui réussissait, celui qui pourvoirait toujours. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est à quel point ce schéma continuerait à s'intensifier jusqu'à ce point de rupture aux Bahamas, avec la cruauté désinvolte de mon père au sujet d'une boisson que j'avais achetée, me forçant enfin à voir ce que ma vie était devenue. La trajectoire de ma carrière a pris un tournant important lorsque j'ai rencontré Samuel Chang lors d'une conférence technologique à San Francisco. Il était brillant, motivé et a vu en mes capacités de codage un potentiel que même moi, je n'avais pas reconnu. Après 3 conversations intenses autour d'un café de conférence et 2 appels vidéo de suivi, nous avons décidé de combiner nos compétences complémentaires. Samuel avait les relations avec le capital risque, j'avais développé un algorithme innovant pour l'analyse prédictive des données qui pouvait révolutionner la façon dont les entreprises traitaient les informations clients. Nous avons fondé Rayar Solutions, combinant nos noms, dans un garage au sens littéral du terme, remplissant le cliché de la Silicon Valley avec fierté. La première année a été brutale. Des journées de 18 heures, survivant avec des nouilles instantanées et de la détermination, investissant chaque centime de nos économies dans le développement. Nous ne pouvions pas nous permettre de vrais bureaux, alors nous travaillions depuis le garage du cousin de Samuel à Palo Alto, nous installant entre des décorations de Noël stockées et du matériel de camping. Ma famille considérait cette phase entrepreneuriale comme une déviation de carrière préoccupante. Tu avais un emploi stable. Pourquoi tout risquer pour quelque chose qui va probablement échouer, me questionnait mon père lors de nos appels hebdomadaires. Ma mère était plus directe, est-ce que cela signifie que tu ne peux pas aider avec les frais de scolarité de Kyle ce semestre? Chaque conversation revenait à ce que mes choix de carrière signifiaient pour leur sécurité financière, jamais pour mes rêves ou mes ambitions. 18 mois de quasi-pauvreté et de travail acharné ont finalement porté leurs fruits lorsque Core Industries, une entreprise du Fortune 500, a signé un contrat d'une valeur de 1,2 million de dollars pour notre logiciel de prédiction client. Ce seul contrat a tout changé. Soudain, nous avions la validation, des revenus et une visibilité dans l'industrie. Les 3 années suivantes ont apporté une croissance explosive. Nous sommes passés du garage à de vrais bureaux dans le quartier technologique de San Francisco, avons embauché 28 employés et élargi notre liste de clients pour inclure 3 sociétés internationales. À mon 32e anniversaire, ma valeur nette personnelle avait grimpé à plusieurs millions, bien qu'une grande partie soit restée immobilisée dans les capitaux propres de l'entreprise. J'ai acheté ma première vraie maison, une modeste maison de 3 chambres dans un bon quartier de San Francisco pour 1,4 million de dollars. C'était bien plus que ce que coûtait la maison de mes parents, mais en fait assez raisonnable pour la région. Le jour où j'ai eu les clés, j'ai envoyé des photos à ma famille, fier de ce symbole tangible de succès. Leurs réactions ont été révélatrices. Mon père a immédiatement demandé si cela signifiait que je pourrais enfin les aider à déménager dans une meilleure maison. Ma mère s'est interrogée sur la chambre d'amis et sur la durée de leur séjour lors de leur visite. Kyle a demandé si je pouvais co-signer pour sa nouvelle demande d'appartement,
puisque j'avais manifestement du crédit à revendre. Pas de félicitations, juste un calcul immédiat de la manière dont ma réussite se traduisait en avantage pour eux. Les demandes ont augmenté en fréquence et en ampleur. Lorsque Nathalie a annoncé ses fiançailles avec Patrick, un représentant pharmaceutique avec des dettes impressionnantes, elle m'a appelé directement plutôt que nos parents. Nous pensons à une cérémonie au bord de l'eau à l'Ocean View Hotel, a-t-elle expliqué avec enthousiasme. Maman et papa ont dit de discuter du budget avec toi, puisque tu t'en sors si bien maintenant. Je me suis retrouvé à financer un mariage à 40 000 $ sans être consulté sur aucune décision, recevant simplement des factures avec des notes pleines d'attente. Pendant la réception, Nathalie a remercié nos parents en larmes pour avoir rendu ce jour spécial possible dans son discours. Ma contribution a reçu une mention rapide à côté des remerciements au traiteur. 3 mois après le mariage, Kyle a enroulé sa voiture autour d'un arbre en conduisant en état d'ivresse. Miraculeusement, il n'a pas été gravement blessé, mais a fait face à des accusations de conduite en état d'ivresse et à une voiture détruite. Papa a appelé à 3 heures du matin, non pas pour m'informer de la sécurité de Kyle, mais pour demander 22 000 $ pour les frais de justice et une voiture de remplacement. Il a besoin d'un transport fiable pour le travail, a insisté papa, bien que Kyle ait été sans emploi depuis 8 mois. Quand mon père a eu 60 ans, il a annoncé sa retraite de la construction malgré des économies minimes et une hypothèque avec 15 ans restants. Mon dos ne peut plus le supporter, a-t-il expliqué lors d'un dîner de famille pour lequel j'étais en visite. En plus, tu gagnes assez pour nous tous maintenant. La déclaration a été faite avec une certitude désinvolte qui m'a laissé sans voix. Son plan de retraite, apparemment, avait toujours été moi. Ma mère a développé de l'arthrite qui rendait son travail de secrétaire d'école de plus en plus difficile. Quand j'ai suggéré qu'elle demande des prestations d'invalidité, elle a semblé offensée. Pourquoi m'occuperais-je de la paperasse gouvernementale alors que tu peux aider? Les factures médicales pour les spécialistes et les traitements non couverts par l'assurance apparaissaient régulièrement dans mes emails, souvent accompagnés de demandes sans rapport pour des améliorations de la maison ou des fonds de vacances. À ce stade, je dépensais plus de 60 000 $ par an en soutien familial, aide hypothécaire pour mes parents, loyer de l'appartement de Kyle, paiement de carte de crédit pour Nathalie, facture médicale, paiement de voiture et demande d'urgence sans fin. Les chiffres étaient stupéfiants quand je les ai finalement calculés, mais dire non semblait impossible. La famille prend soin de la famille, était le refrain constant chaque fois que j'hésitais. Le schéma était devenu si normalisé que je reconnaissais à peine sa toxicité jusqu'à ce que je rencontre Amanda lors d'un dîner chez un ami. Intelligente, indépendante et d'une franchise rafraîchissante, elle a remarqué des choses sur ma dynamique familiale que j'avais été conditionné à accepter. Après avoir vu ma mère appeler 3 fois lors de notre deuxième rendez-vous, chaque appel concernant une urgence financière différente, Amanda a posé la question que personne n'avait jamais posée, ta famille te traite-t-elle toujours comme sa banque personnelle? Son observation a percé des années de conditionnement. Il traverse juste une mauvaise passe, ai-je défendu faiblement, bien que cette passe ait duré toute ma vie d'adulte. D'après ce que tu m'as dit, il traverse cette passe depuis que tu as eu ton premier emploi, a répondu gentiment Amanda. As-tu déjà pensé que les aider pourrait en fait leur faire du mal? J'ai rejeté ses préoccupations, insistant au départ qu'elle ne comprenait pas notre histoire familiale ou ma responsabilité en tant que celui qui réussissait. Mais ces questions ont planté des graines de doute qui ont grandi avec chaque nouvelle demande financière de ma famille. Étais-je vraiment en train d'aider ou d'entretenir des schémas destructeurs? Mon amour était-il conditionné à mon soutien financier? Ces questions se cachaient sous la surface, attendant le catalyseur qui me forcerait à y répondre honnêtement. Ce catalyseur approchait déjà sous la forme de vacances tropicales qui devaient être un cadeau généreux, mais qui deviendrait plutôt mon point de rupture. Les douces interrogations d'Amanda sur la dépendance financière de ma famille ont évolué de commentaires occasionnels à des conversations plus profondes à mesure que notre relation progressait. Après 6 mois de relation, lors d'un dîner tranquille dans son appartement, elle a suggéré quelque chose qui m'a d'abord offensé. As-tu déjà envisagé de parler à un professionnel de la dynamique financière de ta famille, a-t-elle demandé en remplissant mon verre de vin. Mon amie a vu un thérapeute financier lorsqu'elle faisait face à des problèmes similaires avec ses parents. Thérapeute financier, ai-je ri. Ça ressemble à quelque chose que les riches ont inventé pour se sentir mieux avec leur fortune. Mais l'idée a persisté, et après un autre appel de Kyle à minuit ayant besoin d'argent pour la caution d'un ami, je me suis retrouvé à faire des recherches sur le concept. Le bureau du docteur Melissa Thornton n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais.
Pas de canapé en cuir ni de regard jugeur, juste une pièce confortable avec des conseils pratiques. L'assistanat financier se déguise souvent en générosité, a-t-elle expliqué lors de notre 3e session. La différence réside dans les résultats. Votre soutien crée-t-il l'indépendance ou renforce-t-il la dépendance? La question m'a hanté à l'approche de mon 34e anniversaire. J'avais réfléchi à mes réalisations, une entreprise prospère, la sécurité financière, une relation amoureuse, mais les interactions familiales me laissaient toujours épuisé et plein de ressentiment. Sur un coup de tête, j'ai décidé de faire un grand geste qui allait soit guérir notre dynamique, soit la forcer à se révéler. Je veux emmener toute ma famille aux Bahamas, ai-je dit à Amanda pendant le dîner. Des vacances de luxe où ils pourront voir que je suis heureux de partager mon succès quand c'est mon choix, pas quand je suis manipulé ou culpabilisé. Amanda avait l'air sceptique. C'est très généreux, mais penses-tu que cela changera les schémas sous-jacents? Je voulais y croire. J'ai passé des semaines à planifier le voyage parfait, 7 jours au Blue Water Resort à Nassau, un établissement 5 étoiles avec accès à une plage privée, plusieurs piscines et toutes les commodités imaginables. Le total s'élevait à près de 25 000 $ pour les vols, l'hébergement et les activités prépayées pour mes parents, Nathalie et Patrick, Kyle et sa petite amie actuelle, Jasmine, plus les 2 enfants de Nathalie. L'enthousiasme lorsque j'ai annoncé le voyage lors d'un appel vidéo familial semblait sincère. Maman a pleuré des larmes de joie. Papa s'est vanté de son fils, le grand Manitou. Et Nathalie a immédiatement commencé à chercher des maillots de bain de créateurs. Kyle a demandé si des jet skis seraient disponibles, planifiant déjà des aventures avant de me remercier pour l'invitation. Notre arrivée au complexe a donné le ton pour la suite. Après que la navette privée nous ait déposés de l'aéroport, nous avons été accueillis avec des cocktails de bienvenue et des serviettes fraîches dans le hall au sol de marbre surplombant les eaux turquoises. Ces chambres sont belles, mais ont-ils des suites avec vue sur l'océan, a demandé mon père au personnel de l'enregistrement avant même que je n'ai présenté ma carte de crédit. Mon fils ici ne voudrait pas que nous ayons des hébergements de seconde zone. Le personnel m'a regardé, incertain. J'ai senti mon visage rougir de honte, mais j'ai hoché la tête, autorisant le surclassement de la chambre de mes parents pour 300 $ de plus par nuit. En quelques heures, Nathalie avait également négocié un surclassement, insistant sur le fait que ses enfants avaient besoin de plus d'espace pour jouer. Le dîner du premier soir a totalisé plus de 900 $, mon père commandant du scotch de 50 ans d'âge et mon frère choisissant le plateau de fruits de mer le plus cher pour la table. Je n'ai rien dit, tendant ma carte de crédit avec un sourire qui semblait de plus en plus forcé. C'était mon cadeau, après tout. Je voulais qu'il s'amuse. Assure-toi de donner un pourboire généreux, a instruit mon père à voix haute alors que je signais le reçu. Nous voulons qu'il sache que nous ne sommes pas des touristes ordinaires. Le GNU m'a frappé comme étant particulier puisque je couvrais toutes les dépenses, mais j'ai ajouté un pourboire de 20% sans commentaire. Le deuxième matin, un schéma s'était dessiné. Ma famille se réunissait pour le petit déjeuner, qu'ils facturaient à leur chambre plutôt que de se joindre au buffet gratuit que j'avais organisé, planifier leurs activités sans me consulter, puis se disperser pour profiter des commodités du complexe. Tout en continuant à accumuler des frais sur mon compte principal. Ray, peux-tu garder les enfants quelques heures, a demandé Nathalie le deuxième jour. Patrick et moi voulons faire le massage en couple, et la garderie du complexe est ridiculement chère. J'ai accepté, bien que j'ai prévu de rattraper quelques emails de travail, et j'ai passé l'après-midi à courir après son enfant de 4 ans et son enfant de 6 ans autour de la piscine tout en essayant de surveiller mon téléphone pour les messages importants. Kyle et Jasmine sont revenus de la boutique du complexe avec des sacs de créateurs. Ils l'ont juste ajouté à la chambre, n'est-ce pas, a confirmé Kyle nonchalamment. Je t'ai pris un porte-clés pour te remercier. Le porte-clés, je découvrirai plus tard en examinant les frais, coûtait 12 $. La virée shopping totalisait plus de 2000 $. Mes parents passaient la plupart des jours près de la piscine principale, mon père établissant une routine de mimosa au petit déjeuner et progressant vers des cocktails de plus en plus chers tout au long de la journée. Ma mère alternait entre la sieste sous un parasol et se plaindre que le complexe était trop bondé de touristes. Pour ce que tu paies, je m'attendais à plus d'exclusivité, a-t-elle remarqué, apparemment inconsciente qu'elle faisait partie de ces mêmes touristes qu'elle méprisait. Et les oreillers de notre chambre sont trop mous. Peux-tu leur demander d'en apporter des plus fermes? Le troisième jour, j'étais épuisé de gérer les attentes et les dépenses de tout le monde. Un message de Samuel m'a alerté d'un problème potentiel avec notre nouvelle implémentation client,
quelque chose nécessitant une attention immédiate si nous voulions éviter des pannes de système pour un client majeur. J'ai besoin d'environ 3 heures pour résoudre ce problème de travail, ai-je annoncé à ma famille alors qu'ils se prélassaient au bord de la piscine après le déjeuner. Notre plus gros client rencontre des difficultés techniques. Sérieusement? On est en vacances, a protesté Kyle, levant les yeux de son téléphone où il ne faisait absolument rien de productif. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités, ai-je répondu plus sèchement que prévu. L'entreprise qui paie pour tout cela nécessite une attention occasionnelle. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai passé les 3 heures suivantes en visioconférence intense avec notre équipe technique, résolvant la crise avant qu'elle n'impacte les opérations du client. Soulagé mais épuisé, je me suis remis en maillot de bain et je suis retourné à la piscine où ma famille continuait sa détente comme si de rien n'était. Mon père en était à son 4e ou 5e cocktail de la journée, le visage rougi par l'alcool et le soleil. Il a à peine remarqué mon retour, trop occupé à partager bruyamment ses opinions politiques avec des clients mal à l'aise à proximité. Ma mère feuilletait un magazine, faisant parfois signe à un serveur pour plus de thé glacé. Nathalie et Patrick étaient introuvables, mais leurs enfants étaient maintenant surveillés par la petite amie de Kyle pendant que Kyle somnolait sur une chaise longue. J'ai commandé une eau pétillante et je me suis assis sur le bord de la chaise longue de mon père. Crise évitée, ai-je dit, tentant de renouer le contact. Le système du client est de nouveau opérationnel. Mon père a pris une longue gorgée de son cocktail doré, un rhum vieilli coûteux. Le menu de la piscine l'affichait à 32 $ le verre. Il m'a regardé avec des yeux légèrement flous et a dit les mots qui allaient finalement tout changer entre nous. Les gens comme toi ne méritent pas de vacances de toute façon, a-t-il dit en bredouillant, faisant un vague geste vers moi avec son verre. Toujours à travailler, toujours à s'inquiéter de l'argent. À quoi sert tout ton succès si tu ne peux même pas en profiter? C'est nous qui profitons le plus de ce voyage. La déclaration est restée en suspens entre nous, stupéfiante par sa cruauté désinvolte et son inconscience. À ce moment, entouré de luxe qu'il n'avait pas mérité, buvant de l'alcool de première qualité à mes frais, il avait l'audace de suggérer que c'était moi qui avais des priorités malsaines. J'ai senti quelque chose changer en moi. Un mouvement tectonique de ressentiment longtemps refoulé, perçant enfin la surface de ma façade de devoir filial. La confrontation que j'évitais depuis des années était désormais inévitable, déclenchée par ces mots irréfléchis au sujet d'une boisson que je payais. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, ma voix plus basse que la tempête qui grondait en moi. Une partie de moi espérait avoir mal entendu, que la brise de l'océan avait déformé ces mots en quelque chose de plus blessant que prévu. Mon père prit une autre gorgée, les glaçons cliquetant contre le verre. J'ai dit, les gens obsédés par le travail comme toi ne savent pas comment profiter des vacances. Il fit un geste large vers le complexe. À quoi bon tout ça si c'est pour être sur ton ordinateur portable? C'est nous qui l'apprécions vraiment. Le « nous » collectif, encore une fois, comme s'il me faisait une faveur en consommant ma générosité. Papa, qui penses-tu à payer pour tout ça, ai-je demandé, maintenant toujours un calme que je ne ressentais pas. Le travail que tu critiques est ce qui rend ces vacances possibles. Oh, ça y est. Il roula des yeux de façon spectaculaire. Monsieur Succès nous rappelle notre place de paysan. Il se tourna vers ma mère pour obtenir son soutien. Elle lui adressa un signe de tête compatissant. Pas à moi. Ray, ton père veut juste dire que tu devrais te détendre davantage. Tu as toujours été si intense au sujet du travail. Intense au sujet du travail. L'expression déclencha des souvenirs de nuit à étudier pendant qu'il regardait la télévision, de matin à livrer des journaux pendant qu'il dormait, d'années de sacrifices qu'ils avaient recadrés comme un défaut de caractère. Intense au sujet du travail est la raison pour laquelle nous sommes assis dans un complexe 5 étoiles au lieu de t'inquiéter pour l'hypothèque du mois prochain, ai-je répondu, sentant la digue de la retenue commencer à se fissurer. L'expression de ma mère se durcit. C'est déplacé. Nous t'avons soutenu tout au long de tes études. Soutenu? La question sortit comme un rire incrédule. Maman, j'ai cumulé 3 emplois pendant mes études tout en envoyant de l'argent à la maison. De quel soutien parles-tu exactement? Kyle s'agita sur sa chaise longue, sentant le drame. Frère, calme-toi. Ils t'ont donné un toit au-dessus de ta tête. Pourquoi es-tu si ingrat? Ingrat. L'accusation frappa comme une gifle. Je me suis levé, ayant besoin d'une distance physique avant de répondre. Kyle,
au cours des 5 dernières années, j'ai payé ton loyer 14 fois, je t'ai sorti de prison 2 fois, j'ai remplacé 2 véhicules et j'ai couvert des frais de justice qui dépassent ce que la plupart des gens gagnent en un an. Parle-moi encore de mon ingratitude. C'est différent, rejeta Kyle d'un geste de la main. C'est juste la famille qui est de la famille. C'est toi qui as tout l'argent. La famille qui est de la famille, ai-je répété. Intéressant de voir que cette aide ne va que dans un sens. Mon père eut du mal à se redresser, renversant sa boisson. Maintenant, tu tiens les comptes. C'est ça ton problème, Ray. Toujours à calculer, toujours à compter les dollars au lieu des bénédictions. Je ne tiens pas les comptes, ai-je dit. Mais je remarque des schémas, comme le fait qu'aucun de vous n'a dit merci une seule fois pour toutes ces vacances. Ni quand je les ai réservées, ni quand nous sommes arrivés, ni pour les surclassements de chambres, les excursions ou quoi que ce soit. On ne devrait pas avoir à te remercier pour faire ce que la famille fait, déclara mon père avec une certitude d'ivrogne. C'est ton obligation en tant que celui qui réussit. Voilà, le sentiment que tout leur était dû, mis à nu. Mon succès n'était pas le mien, il appartenait au collectif familial. Mes réalisations n'étaient pas personnelles, elles étaient des ressources à distribuer. Nathalie et Patrick choisirent ce moment pour revenir de là où ils étaient, sentant la tension à 20 pieds de distance. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nathalie, regardant entre le visage rouge de notre père et ma posture rigide. « Ton frère se plaint d'avoir à travailler pendant les vacances et il en a fait une crise de colère à propos de l'argent, » expliqua ma mère, réécrivant complètement les 5 dernières minutes. « Sérieusement, Ray ?» soupira Nathalie de façon dramatique. Pouvons-nous avoir une seule réunion de famille sans que tu la ramènes à ton succès? La déformation était si complète, si déconnectée de la réalité, que j'ai éclaté de rire. C'est une révision impressionnante des événements, maman. Papa vient de me dire que je ne mérite pas ces vacances que j'ai payées 25 000 $. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui en fais une histoire d'argent. 25 000, siffla Patrick, parlant pour la première fois. Mince, c'est presque autant que ce que nous prévoyons de dépenser pour la rénovation de notre cuisine. Quelque chose dans sa formulation a attiré mon attention. Prévoir de dépenser? Avec quel argent? Un regard gêné passa entre Nathalie et Patrick. Eh bien, hésita Nathalie, nous allions t'en parler plus tard cette semaine, quand tu serais détendu. Nous avons trouvé cet entrepreneur incroyable, mais avec les frais de scolarité de l'école privée des enfants cette année. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Ces vacances n'étaient pas seulement une réunion de famille, c'était une opportunité pour une nouvelle série de demandes financières. Ils m'avaient amadoué, ou du moins profité de ma générosité avant de faire leurs demandes. Alors, c'est ça ce voyage pour vous. Une chance de m'amadouer avant de demander plus d'argent. J'ai regardé leur visage, cherchant le moindre signe de honte ou de conscience de soi. Ne sois pas dramatique, me gronda ma mère. Nathalie a juste besoin d'un petit coup de main, comme nous tous parfois. Un petit coup de main, ai-je fait l'écho. Parlons d'un petit coup de main, alors. Je me suis tourné vers le serveur qui planait à proximité, mal à l'aise avec notre volume croissant. Pourrais-je avoir une liste détaillée de tous les frais portés à ma chambre depuis l'enregistrement? En attendant, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, faisant défiler les transactions récentes. Saviez-vous, m'adressai-je à ma famille collectivement, qu'au cours de la dernière décennie, j'ai fourni plus de 300 000 $ en petits coups de main à cette famille. Le silence accueillit ce chiffre, rompu seulement par le serveur revenant avec des feuilles imprimées détaillant nos frais de vacances jusqu'à présent. J'ai parcouru les pages, sentant ma tension artérielle monter à chaque ligne. Kyle, pourquoi y a-t-il 4 frais de magasin de vêtements distincts sur ta chambre? Et c'est quoi cette excursion sur l'île à 600 $? Kyle eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Jasmine voulait faire du shopping et j'ai pensé que ce serait cool de surprendre tout le monde avec une visite privée en bateau demain. Sans me demander d'abord, juste en facturant des milliers de dollars à mon compte? Tu fais une scène, siffla ma mère, regardant les clients à proximité. J'ai continué à examiner les frais. Papa, il y a 38 cocktails sur la note de ta chambre en 3 jours. 38, à une moyenne de 25 $ chacun. Mon père haussa les épaules sans s'excuser. Ce sont des vacances tout frais payés, non? Pourquoi tu nous comptes les sous maintenant? Parce que tu viens de me dire que je ne mérite pas d'être ici. J'ai finalement élevé la voix.
Tu bois près de 1 000 $ d'alcool que je paie tout en me critiquant pour avoir travaillé pour me le permettre. Patrick s'agita, mal à l'aise. Écoute, Ray, nous apprécions tous ta générosité. Vraiment, ai-je interrompu. Parce que de mon point de vue, ça ressemble à un sentiment que tout vous est dû, pas à de l'appréciation. On dirait qu'on attend de moi que je finance le style de vie de tout le monde tout en recevant des critiques plutôt que de la gratitude. Nous sommes ta famille, a dit ma mère, comme si ces 3 mots expliquaient et justifiaient tout. Oui, vous l'êtes, ai-je convenu. Ce qui rend ce schéma encore plus douloureux. La famille devrait se soutenir émotionnellement, pas seulement extraire des ressources financières. Oh, alors maintenant nous sommes des parasites? Mon père se leva, chancelant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La question resta en suspens, si déconnectée de la réalité qu'elle cristallisait tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique. Dans leur récit, ils étaient toujours les pourvoyeurs, les soutiens, ceux qui faisaient des sacrifices, malgré des années de preuves du contraire. Qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment, exactement, papa, ai-je demandé doucement. Nomme une seule chose au cours des 5 dernières années où tu m'as soutenu plutôt que l'inverse. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Rien n'en sortit. C'est ce que je pensais, ai-je dit, rassemblant les fiches de frais et mon téléphone. Ces vacances étaient une erreur. Non pas parce que je ne veux pas partager mon succès avec vous, mais parce que vous en êtes venus à l'attendre sans appréciation ni réciprocité. Et maintenant, demanda Nathalie. Tu vas juste partir en claquant la porte parce que papa a fait un commentaire? Ce n'était pas un seul commentaire, ai-je répondu. C'était le commentaire qui m'a fait enfin voir clair. Ce n'est pas une dynamique familiale saine. C'est de l'exploitation financière déguisée en obligation familiale. La vérité de mes paroles flottait dans l'air entre nous, indéniable mais inacceptable pour eux. J'ai pu voir le moment où ils ont réalisé que j'étais sérieux, que quelque chose de fondamental avait changé, et leurs expressions sont passées de l'indignation aux premières lueurs d'inquiétude. Pas d'inquiétude pour mes sentiments ou notre relation, mais pour les implications financières de mon éveil. Le calcul était visible sur leur visage, que cela allait-il leur coûter? Cette prise de conscience a été la confirmation finale dont j'avais besoin. Ce que j'avais prévu comme des vacances familiales généreuses avait révélé la vraie nature de notre relation, et il n'y avait aucun moyen de ne pas savoir ce que je comprenais maintenant avec une clarté douloureuse. Alors que ma famille assimilait mes paroles, leurs réactions confirmèrent tout ce que j'avais finalement reconnu. Le visage de ma mère montrait du calcul plutôt qu'une blessure émotionnelle. L'expression de Kyle reflétait la panique à l'idée de perdre potentiellement son filet de sécurité. L'indignation de mon père ne portait aucun remords, seulement l'affront d'être défié. Nathalie formulait déjà des arguments pour préserver l'accès à mes ressources. À ce moment de clarté, les mots du docteur Thornton en thérapie résonnèrent dans mon esprit, les limites ne sont pas des punitions. Elles sont le fondement de relations saines. Je pris une profonde inspiration et pris une décision qui couvait depuis des années, bien que je ne l'ai su que maintenant. J'établis quelques limites, avec effet immédiat, ai-je annoncé, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Ces vacances sont payées jusqu'à la fin, y compris vos chambres et le plan repas. Cependant, je supprime les privilèges de facturation supplémentaires de toutes vos chambres. Le visage de mon père s'assombrit. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux, ai-je répondu, puis je me suis tourné vers leur sac de plage empilé sur des chaises longues à proximité. Papa, j'ai besoin de ton portefeuille. Certainement pas, balbutia Théil. La carte clé de chambre supplémentaire dans ton portefeuille est liée à mon compte principal. Je la retire. Tu peux payer tes propres boissons à partir de maintenant. Quand il refusa d'obtempérer, j'ai simplement tendu la main et pris son portefeuille de la poche latérale de son sac de plage où il le gardait toujours. Sa protestation s'éteignit alors que les clients à proximité se tournèrent pour regarder notre confrontation. J'ai retiré ma carte de crédit, la carte autorisée que je lui avais donnée pour les urgences seulement il y a 3 ans et qui avait depuis été utilisée pour tout, des clubs de golf aux visites de casino. J'ai également pris la carte clé de la chambre liée à mon compte. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda ma mère alors que je répétais le processus avec son sac, récupérant une autre de mes cartes de crédit que j'avais presque oubliée. « Je crée un changement nécessaire », ai-je répondu, me déplaçant méthodiquement pour récupérer toutes les cartes clés des chambres. Vous pouvez toujours accéder à vos chambres avec vos clés principales.
Vous ne pouvez simplement plus facturer sur mon compte. Kyle se leva soudainement, alerte. Frère, parlons-en rationnellement. Nous avons dépassé le stade de la discussion, ai-je interrompu. Je finance ton style de vie depuis des années pendant que tu n'as montré aucun progrès vers l'indépendance. Ça s'arrête aujourd'hui. J'ai sorti mon téléphone et appelé la réception du complexe, m'éloignant de quelques pas pour plus d'intimité. Ici Rinaldo Martinez de la suite Océan. Je dois supprimer immédiatement les privilèges de facturation de toutes les chambres connectées et restreindre les frais à ma chambre uniquement. Après avoir confirmé les détails et ignoré les protestations de ma famille, j'ai achevé la ségrégation financière. Quand je suis revenu, le choc collectif s'était transformé en diverses tactiques pour reprendre le contrôle. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, une stratégie qui avait fonctionné de manière fiable tout au long de mon enfance. Comment peux-tu nous embarrasser comme ça après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Quel sacrifice spécifiquement, maman, ai-je demandé calmement. Nomme-les. Ses larmes s'arrêtèrent momentanément alors qu'elle luttait pour formuler une réponse. Nous avons toujours cru en toi. Croire en quelqu'un ne coûte rien, ai-je noté. J'avais besoin d'un soutien réel. Mon père a opté pour l'intimidation, se rapprochant avec la posture rigide qui me terrifiait autrefois enfant. Espèce de petit ingrat, commença-t-il, mais je l'interrompis. J'ai été reconnaissant pour les opportunités que vous ne m'avez jamais fournies, ai-je dit calmement. Je ne suis plus reconnaissant pour l'exploitation. Il y a une différence. Nathalie a tenté la raison. Ray, tu réagis de manière excessive à un commentaire irréfléchi. Papa ne voulait rien dire par là. Nous apprécions tous tout ce que tu fais pour nous. Si vous l'appréciez, vous ne l'attendriez pas, ai-je répliqué. L'appréciation inclut le respect des limites et la reconnaissance de la générosité. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre de la part d'aucun de vous. Kyle, le plus désespéré en raison de sa dépendance financière totale, passa à la panique. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas me permettre cet endroit tout seul. Je n'ai même pas assez d'argent pour les repas pour le reste de la semaine. Le plan repas que j'ai prépayé couvre le petit déjeuner et le dîner, ai-je expliqué. Tu te débrouilleras pour le déjeuner. Considère cela comme ton premier pas vers l'indépendance financière. Alors qu'il digérait les conséquences immédiates de ma décision, je suis retourné dans ma chambre, les mains tremblantes, mais la détermination se renforçant à chaque pas. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé Amanda. Je l'ai fait, ai-je dit quand elle a répondu. J'ai enfin fixé des limites. Ça va, a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je suis quelque part entre terrifié et libéré, ai-je admis. Mais je sais que c'était nécessaire. Je suis fier de toi, a-t-elle dit simplement. Et maintenant? Je change d'hôtel, ai-je décidé à ce moment-là. Ils peuvent rester ici, c'est payé, mais j'ai besoin de séparation pour maintenir ces limites. En faisant mes valises, le barrage attendu a commencé. Message texte, appel, et finalement des coups à ma porte. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que ma valise soit prête. Puis j'ai ouvert la porte pour trouver toute ma famille rassemblée dans le couloir. Nous devons en parler raisonnablement, a insisté ma mère, s'étant ressaisie. Nous avons eu des années pour en discuter raisonnablement, ai-je répondu. Vous n'étiez pas intéressé jusqu'à ce que l'argent s'arrête. Où vas-tu? Demanda Nathalie, remarquant mon sac de voyage. Dans un autre hôtel. J'ai besoin d'espace. Tu nous abandonnes ici? Demanda Kyle, incrédule. Vous abandonnez dans un complexe de luxe avec hébergement et repas prépayés, ai-je clarifié. Oui, je vous force à survivre à une telle épreuve. Mon père, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement parlé. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent normales quand tu te seras calmé. La famille se souvient de qui est là pour elle et de qui ne l'est pas. La tentative de psychologie inversée était transparente, mais ces mots contenaient une vérité involontaire. Les choses ne reviendraient jamais à la normale, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'espère que la famille se souvient, en effet, ai-je convenu. Je me souviendrai qu'on m'a dit que je ne méritais pas des vacances que j'ai payées. Je me souviendrai de décennies de soutien financier accueillis avec un sentiment que tout m'était dû plutôt qu'avec de la gratitude. Je me souviendrai de ce moment où je me suis enfin assez respecté pour dire assez. J'ai roulé ma valise devant eux vers l'ascenseur, me retournant brièvement.
Les chambres sont payées jusqu'à samedi. Le départ est à 11 heures. Le transport vers l'aéroport est organisé. J'ai fait ma part, une dernière fois. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur leur protestation, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la culpabilité et le soulagement se disputaient la domination. La culpabilité était ancienne, programmée, la voix de l'obligation familiale essayant de reprendre le contrôle. Le soulagement était nouveau, fragile, mais devenait plus fort à chaque minute de limite imposée. Je me suis enregistré au Palmetto Bay Resort, à 3 miles le long de la côte, moins luxueux, mais paisible. Cette première nuit seule, je me suis assis sur mon balcon, regardant les vagues se briser contre le rivage, goûtant à ma première liberté de l'exploitation financière déguisée en devoir familial. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages allant des accusations de colère aux supplications désespérées, mais je maintenais ma distance, physiquement et émotionnellement. Cette limite ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de récupérer mon sentiment de valeur au-delà de ce que je pouvais fournir. Le sommeil est venu par intermittence cette nuit-là, mais lorsque le matin est arrivé avec la lumière dorée du soleil filtrant à travers des rideaux inconnus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la légèreté de faire des choix uniquement pour mon propre bien-être, sans calculer leur impact sur les attentes de tout le monde. Le reste de mon séjour aux Bahamas s'est déroulé en contraste frappant avec ces 3 premiers jours. Tandis que ma famille continuait ses vacances à mes frais, bien qu'avec des dépenses limitées, j'ai connu une autre forme de liberté dans mon nouvel hôtel. J'ai nagé dans l'océan au lever du soleil, lu des livres sans interruption, et me suis même lié d'amitié avec un couple de retraités de Seattle qui m'a invité à dîner avec eux. Mon téléphone est devenu un champ de bataille de manipulation émotionnelle. Les messages affluaient, suivant des schémas prévisibles. D'abord, la colère, comment oses-tu abandonner ta famille comme ça ? Papa. Puis la culpabilité, j'ai pleuré toute la nuit en pensant à la façon dont nous t'avons manqué, maman. Suivi par la minimisation, tu réagis de manière excessive à un petit commentaire fait après quelques verres, Nathalie. Et enfin, l'intérêt personnel pur et simple, mec, je ne peux littéralement pas rentrer chez moi sans ton aide. La compagnie aérienne veut $300 pour changer mon billet, Kyle. Je n'ai répondu qu'à la préoccupation pratique de Kyle, en faisant en sorte que son vol de retour reste programmé comme prévu, mais j'ai par ailleurs gardé le silence. Chaque message sans réponse renforçait ma détermination plutôt que de l'affaiblir. Le 4e jour, le téléphone de ma chambre d'hôtel a sonné. Ils avaient retrouvé ma localisation. Je n'ai pas répondu, mais la réception a appelé pour m'informer que mon frère était dans le hall et demandé mon numéro de chambre. J'ai refusé la connexion, mais j'ai accepté de le rencontrer dans la zone publique du restaurant. Kyle avait l'air débraillé quand je l'ai trouvé à une table d'angle, sa façade confiante habituelle fissurée par une inquiétude sincère. Les autres ne savent pas que je suis là, a-t-il admis immédiatement. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tu nous coupes vraiment les vivres complètement ? J'établis des limites, ai-je corrigé. Il y a une différence. Quel genre de limite ? Sa question révélait sa principale préoccupation, les implications financières. À l'avenir, j'aiderai pour les vraies urgences après mûre réflexion. Plus de sauvetages automatiques. Plus de vie au-dessus de vos moyens sur mon crédit. Plus de traitement de ma personne comme une ressource plutôt que comme une personne. Il tripotait une serviette. Alors, tu aideras encore parfois. C'est ce que tu as retenu de cette conversation. Pas que tu doives devenir financièrement indépendant ou que notre relation doive être basée sur plus que de l'argent. Son silence était une réponse suffisante. Kyle, tu as 32 ans, sans économie, sans orientation de carrière, et sans préoccupation apparente pour l'un ou l'autre. J'ai permis cela en te sauvant constamment des conséquences. Cela s'arrête maintenant, non pas pour te punir, mais parce que continuer nous ferait du mal à tous les deux. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Demanda-t-il, une peur sincère dans la voix. Ce que tout le monde fait, trouver un emploi stable, vivre selon tes moyens, construire ta propre vie. Je me suis un peu adouci face à sa détresse évidente. Je crois que tu es capable de plus que ce que tu as montré. Tu n'as jamais eu à le prouver parce que j'ai rendu les choses trop faciles. Il est parti peu de temps après, promettant de réfléchir, bien que je ne sois pas certain qu'une réelle réflexion aurait lieu. Quand je suis rentré à San Francisco après les vacances, le vrai travail a commencé. Les tactiques de ma famille se sont intensifiées lorsqu'ils ont réalisé que mes limites n'étaient pas temporaires.
Nathalie a publié des mises à jour vagues sur les réseaux sociaux sur la trahison familiale et le fait de montrer son vrai visage quand l'argent est en jeu. Des amis et des membres de la famille élargie qui ne connaissaient que sa version ont appelé pour exprimer leur inquiétude quant à ma dépression. Mon père a adopté une approche plus directe, se présentant sans préavis à mon bureau un mardi après-midi. Notre réceptionniste m'a appelé, clairement mal à l'aise avec sa présence insistante dans le hall. Quand je suis descendu le rencontrer, ses premiers mots ont clarifié son intention. Nous devons discuter de tes contributions à ma retraite. Pas mon bien-être, pas notre relation, mes contributions à sa retraite. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu calmement. Je ne finance plus ta retraite. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Sa voix s'est élevée, attirant l'attention des employés qui passaient dans le hall. C'est comme ça que tu me rembourses de t'avoir élevé? Faire le minimum légal requis d'un parent n'est pas un prêt que les enfants doivent rembourser, ai-je dit doucement. J'ai déjà remboursé tout investissement réel que tu as fait en moi, et bien plus encore. Alors c'est ça. Tu abandonnes tes obligations familiales. Je les redéfinis de manière plus saine, ai-je corrigé. Je me soucierai toujours de toi, papa. Mais je ne financerai pas des styles de vie que personne d'entre vous n'a mérité. Il est parti dans une fureur de portes claquées et de malédictions marmonnées, mais la confrontation a renforcé ma détermination plutôt que de l'affaiblir. Ma mère a opté pour la manipulation médicale. 2 semaines après mon retour, elle a appelé, sanglotant à propos de douleurs thoraciques et de problèmes cardiaques potentiels. J'ai exprimé une préoccupation sincère et proposé de l'aider à trouver des spécialistes, mais pas de payer leurs honoraires directement. Quand j'ai suggéré de demander des programmes d'aide aux soins de santé disponibles, ses symptômes se sont mystérieusement améliorés. Nathalie a élargi sa campagne, racontant à des amis de la famille que j'avais des problèmes mentaux et que je me retournais contre la famille. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles mon succès m'avait changé, omettant commodément comment elle avait bénéficié de ce succès pendant des années. J'ai consulté Jacob Friedman, un conseiller financier spécialisé dans la dynamique de la richesse familiale, apportant des documents de tous les prêts et cadeaux à ma famille au fil des ans. Le total a choqué même moi, près de 320 000 $ en 7 ans, sans compter les récentes vacances. Ce n'est pas une planification financière durable, a noté doucement Jacob. Même avec votre niveau de revenu, ce schéma finirait par compromettre votre propre sécurité. Le docteur Thornton m'a aidé à gérer la culpabilité qui a fait surface malgré la certitude intellectuelle de mes décisions. L'inconfort que vous ressentez n'est pas la preuve que vous avez tort, a-t-elle expliqué. C'est la réponse attendue aux changements de schémas établis de longue date. Votre famille a programmé ces boutons de culpabilité très efficacement. Le test le plus difficile est venu lorsque ma mère a laissé un message vocal sur la nécessité d'une intervention chirurgicale pour son arthrite qui s'aggravait. Son message mettait soigneusement l'accent sur la douleur plutôt que sur le besoin financier, mais l'implication était claire. J'ai appelé directement son médecin, avec sa permission réticente, et j'ai découvert que la procédure était à la fois élective et couverte par son assurance avec une quote-part gérable. Confrontée à cette information, elle a admis avoir manipulé la situation. Je ne pensais pas que tu aiderais autrement, a-t-elle justifié. Tu es devenu si froid à propos de l'argent ces derniers temps. Il ne s'agit pas de l'argent, ai-je essayé d'expliquer pour la 12e fois. Il s'agit d'honnêteté et de manipulation. Je t'aurais soutenu lors d'une procédure médicale nécessaire, indépendamment de mes nouvelles limites. Alors pourquoi vérifier, a-t-elle demandé. Parce que la confiance a été brisée, ai-je répondu honnêtement. Il faudra du temps pour la reconstruire. 4 mois après l'incident des Bahamas, j'ai pris la difficile décision de cesser temporairement tout contact avec ma famille. Leur tactique de manipulation croissante affectait ma santé mentale, ma relation avec Amanda, et même ma performance au travail. J'ai envoyé un email clair expliquant que j'avais besoin d'espace pour guérir et que je prendrais contact quand je serais prêt. La réponse a été prévisible, accusation de cruauté, d'abandon émotionnel et d'égoïsme. Mais pour la première fois, j'ai reconnu ces réactions comme des tentatives de reprendre le contrôle plutôt que comme de véritables réponses émotionnelles à la perte de connexion avec moi. Thanksgiving est arrivé, la première grande fête de ma séparation familiale auto-imposée. Amanda et moi avions prévu un dîner tranquille à la maison, mais j'ai ressenti vivement l'absence, tout en sachant que c'était nécessaire. La spirale de culpabilité attendue a été interrompue par un appel inattendu de mon cousin Marcus, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai entendu ce qui s'est passé,
a-t-il dit après les salutations initiales. Nathalie a raconté à tout le monde que tu avais perdu la tête et abandonné la famille. Je me suis préparé à plus de culpabilité, mais ces mots suivants m'ont surpris. Je voulais que tu saches que je pense que tu fais ce qu'il faut. Il profite de toi depuis des années. Tout le monde le voit, sauf eux. Sa validation a été comme une clé déverrouillant une porte que je n'avais pas réalisé être encore partiellement fermée. Quelqu'un de l'orbite familiale comprenait. Je n'étais ni fou ni égoïste. J'établissais une santé nécessaire. Merci, ai-je dit, l'émotion rendant ma voix rauque. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. La famille devrait s'entraider, pas se vider les uns les autres, a poursuivi Marcus. Ton succès devrait être célébré, pas exploité. Après avoir raccroché, j'ai senti un changement dans ma perspective. Je ne fuyais pas seulement des schémas toxiques. Je créais de l'espace pour des connexions plus saines avec des gens qui me valorisaient au-delà de mon utilité financière. Ce Thanksgiving, plus petit que prévu, mais infiniment plus paisible, est devenu un tournant. J'ai réalisé que je construisais une famille choisie autour de moi, Amanda, des amis solidaires, des collègues qui respectaient mes limites, même des parents éloignés comme Marcus qui comprenaient les dynamiques familiales saines. La liberté financière résultant du non-soutien de plusieurs adultes dépendants m'a permis d'explorer des formes de générosité plus significatives, établir un fonds de bourse d'études à mon alma mater, encadrer de jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Contribuer à des causes auxquelles je croyais. Donner par choix plutôt que par obligation a révélé la vraie joie de partager des ressources. Mon entreprise a continué de prospérer, et Amanda et moi nous sommes rapprochés à travers la crise, son soutien indéfectible démontrant à quoi ressemblait un partenariat sain. Le contraste avec l'affection conditionnelle de ma famille n'aurait pas pu être plus frappant ou éducatif. Le chemin à suivre n'était pas encore clair, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je le parcourais selon mes propres termes, libre de l'exploitation financière déguisée en obligation familiale. 6 mois après ce jour fatidique aux Bahamas, le printemps est arrivé à San Francisco, apportant des cerisiers en fleurs, des températures plus clémentes et des développements inattendus dans ma situation familiale. La distance que j'avais maintenue s'est avérée transformatrice, bien que pas de la manière que j'aurais pu prédire. La première surprise est venue de Kyle. Un bref message texte un mardi matin disait simplement « Je suis sobre depuis 1 mois, je commence la thérapie la semaine prochaine. Je ne demande rien, je voulais juste que tu le saches. » J'ai fixé ces mots pendant plusieurs minutes, cherchant l'angle caché, la demande de fond déguisée qui accompagnait habituellement toute bonne nouvelle de mon frère. N'en trouvant aucune, j'ai répondu avec un soutien sincère, fier de toi. Ça demande un vrai courage. 3 jours plus tard, il a appelé. Notre conversation a révélé que mon retrait du soutien financier avait forcé une prise de conscience qu'il avait évitée pendant des années. Après avoir échoué à trouver un autre filet de sécurité, il avait touché le fond, passant de nuit dans sa voiture quand il ne pouvait pas payer son loyer. Une expérience humiliante qui a finalement motivé le changement. J'ai réalisé que j'ai 32 ans et rien à montrer, a-t-il admis. Pas d'économie, pas de plan de carrière, pas de respect de soi. J'ai été un parasite, et pas seulement pour toi. Il avait trouvé du travail comme barista et s'était inscrit à un camp d'entraînement en codage informatique, vivant dans un appartement partagé avec 3 colocataires. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il subvenait entièrement à ses besoins. Luttant mais sans sortant. C'est dur, a-t-il avoué. Mais aussi, je ne sais pas satisfaisant. J'ai acheté des provisions avec l'argent que j'ai gagné la semaine dernière, et c'était différent de quand tu me donnais de l'argent. Mieux, en quelque sorte. C'est le respect de soi, lui ai-je dit. Ça vaut plus que n'importe quelle somme que j'aurais pu te donner. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés pour un café, mon premier contact en personne avec un membre de ma famille depuis les vacances. Les changements chez Kyle étaient subtils mais significatifs, des yeux plus clairs, une conversation plus directe, une absence de l'énergie nerveuse qui avait toujours accompagné ses manipulations financières. Je te dois des excuses, a-t-il dit après que nous nous soyons installés à une table d'angle. Pas seulement pour l'argent, cependant. C'est une grande partie. Je suis désolé de ne t'avoir jamais vu comme une personne, juste comme une ressource. Sa thérapie avait apparemment été efficace pour favoriser cette prise de conscience. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, établissant les bases d'une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Mes parents se sont avérés plus résistants au changement.
Mon père a maintenu une indignation rigide pendant 4 mois, envoyant des messages textes occasionnels oscillant entre l'apitoiement sur soi, profite de ton succès pendant que ton père peut à peine se permettre ses médicaments pour la tension, et la colère, aucun homme digne de ce nom n'abandonne ses responsabilités familiales. Ma mère a adopté une approche différente, envoyant des colis avec mes biscuits d'enfance préférés et des notes se remémorant des temps plus simples, sans jamais reconnaître le schéma qui avait conduit à notre éloignement. La manipulation émotionnelle était familière mais moins efficace à distance. La percée est venue de manière inattendue par le biais de leur église. Le pasteur Williams, qui connaissait notre famille depuis des décennies, m'a contacté directement après avoir entendu des commentaires de plus en plus préoccupants de la part de mes parents lors de séances de conseil. Ils sont venus chercher la validation que vous aviez tort, a-t-il expliqué lors de notre appel téléphonique. Au lieu de cela, j'ai suggéré qu'ils pourraient considérer leur propre rôle dans la situation. Votre père ne l'a pas bien pris au début. Après plusieurs séances de conseil, cependant, un changement a commencé. Le pasteur Williams avait défié directement leur sentiment que tout leur était dû. Si Ronaldo travaillait pour un autre employeur pendant 20 ans, attendrait-on de lui qu'il les soutienne à la retraite? Pourquoi croyez-vous que votre fils adulte vous doit ses revenus? La question a apparemment déclenché une véritable réflexion, en particulier pour ma mère. Sa lettre suivante comprenait une reconnaissance timide, « Je n'ai jamais considéré que tu pouvais te sentir utilisé plutôt que nécessaire. Ce n'était jamais notre intention, bien que je commence à voir comment nos actions sont apparues de cette façon. Ce n'était pas un éveil complet, mais c'était un début, la première fissure dans une vie d'attente s'enracinait. Le parcours de mon père s'est avéré plus long et plus difficile. Son identité avait été si complètement enveloppée dans les mythes du pourvoyeur patriarcal que mon succès financier avait menacé son sens de la virilité, conduisant à un ressentiment déguisé en autorité parentale. Ces tentatives de contrôler mes ressources étaient des tentatives de contrôler le récit de notre famille, de maintenir sa position à la tête malgré sa contribution moindre. 5 mois après notre séparation, il a laissé un message vocal qui a révélé les premiers signes de changement. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur l'appréciation par rapport à l'attente. Je ne suis pas bon à ce genre de choses, mais j'essaie de comprendre. Nathalie est restée la plus résistante à notre nouvelle dynamique. Sa campagne sur les réseaux sociaux contre moi a continué sporadiquement, bien qu'avec un soutien décroissant à mesure que d'autres reconnaissaient le schéma. Lorsque ses plans de rénovation de cuisine ont été bloqués sans mon financement, elle m'a publiquement accusé d'abandonner mes obligations familiales. Le tournant dans notre relation fracturée est venu par le biais de ses enfants, ma nièce et mon neveu, qui me manquaient sincèrement. Pour leur bien, j'ai prudemment accepté d'assister à la fête du 8e anniversaire de mon neveu, en établissant des limites claires avec Nathalie au préalable. Je viendrai avec des cadeaux appropriés, ai-je envoyé par email, mais je ne discuterai pas de questions financières ou du passé. Il s'agit de célébrer Jérémie. Rien d'autre. La fête a été gênante mais civile, Nathalie maintenant une politesse froide. La percée est venue après, quand j'ai entendu son mari Patrick la confronter. Ray a été généreux avec les enfants et respectueux envers tout le monde. Ta description de lui comme un monstre sans cœur ne correspond pas à ce que je viens de voir. Cette perspective extérieure semblait pénétrer là où mes mots ne le pouvaient pas. 2 semaines plus tard, elle a envoyé un texte bref mais significatif, « J'ai été injuste. Peut-on parler un de ces jours ?» Notre conversation ultérieure a révélé à quel point elle avait complètement embrassé le récit familial du droit acquis. « Je croyais honnêtement que tu nous le devais parce que tu avais plu, » a-t-elle admis. Je n'ai jamais remis en question pourquoi cela serait vrai. Les progrès avec ma famille sont venus progressivement, avec des retours occasionnels dans de vieux schémas. J'ai maintenu des limites fermes tout en laissant de la place pour des relations évolutives basées sur des dynamiques plus saines. Avec les conseils du Dr Thornton, j'ai développé des accords écrits pour toute aide financière future, des termes clairs, des attentes de remboursement et des conséquences en cas de manipulation. La formalité n'était pas punitive, mais clarifiante, supprimant l'ambiguïté qui avait permis à l'exploitation de prospérer. Pour ma nièce et mon neveu, j'ai créé des fonds d'éducation auxquels ils pourraient accéder à 18 ans, avec des directives claires empêchant la redirection parentale des fonds. Cela m'a permis d'exprimer ma générosité de manière constructive tout en enseignant la responsabilité financière. Ma relation avec Amanda s'est approfondie pendant cette période de reconstruction familiale. Son soutien indéfectible lors de mes décisions les plus difficiles contrastait fortement avec l'affection conditionnelle de ma famille.
Quand elle m'a demandé en mariage lors d'une randonnée de week-end à notre point de vue préféré, notre conversation a naturellement inclus des limites financières explicites pour notre futur mariage. Je veux un partenariat, pas une dépendance, a-t-elle souligné. Nous construisons ensemble, nous nous protégeons mutuellement, mais nous maintenons une force individuelle. À l'approche de l'été, j'ai organisé un dîner de famille soigneusement structuré, le premier depuis notre confrontation de vacances. Le lieu était neutre, les attentes claires. Pas de discussion financière, pas de remue-ménage du passé, juste une tentative de connexion sans transaction. Mon père est arrivé le premier, visiblement mal à l'aise, mais faisant un effort. Quand l'addition est arrivée à la fin de notre repas, il l'a prise, un petit geste, mais symboliquement significatif. Le montant était minime par rapport à ce que j'avais fourni pendant des années, mais la signification était incommensurable. Pour la première fois dans notre relation d'adulte, il donnait plutôt qu'il ne prenait. « Je ne peux pas changer le passé », a-t-il dit maladroitement alors que nous marchions vers le parking après. Mais j'essaie de mieux comprendre le présent. Certaines blessures ont guéri plus vite que d'autres. Une partie de la confiance ne se rétablirait jamais complètement. Certains membres de la famille se sont adaptés à notre nouvelle dynamique avec plus de succès que d'autres. J'ai accepté que les relations existent sur un spectre de santé et de proximité, et que toutes ne reviendraient pas à une proximité idéalisée. Ce qui a émergé des ruines de la codépendance financière était quelque chose de plus authentique, des connexions basées sur un soin véritable plutôt que sur l'utilité, des interactions choisies plutôt qu'obligées, des limites respectées plutôt qu'exploitées. Le changement le plus profond s'est produit en moi. Je ne mesurais plus ma valeur par mon utilité financière pour les autres. Ma générosité est devenue un choix plutôt qu'une extraction, me permettant de connaître la vraie joie de donner sans ressentiment. À l'anniversaire de notre confrontation des Bahamas, je me suis retrouvé sur une autre plage, cette fois avec Amanda, regardant les vagues se briser contre les côtes du nord de la Californie. Les parallèles étaient frappants, soleil, sable, océan, mais le paysage émotionnel n'aurait pas pu être plus différent. « Le regrettes-tu » a demandé Amanda, connaissant la signification de la date. Avoir fixé ses limites, même si c'était douloureux. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette les années d'assistanat qui l'ont rendu inévitable. Mais les limites elles-mêmes, non. Elles m'ont sauvé, et ont peut-être sauvé nous tous de la poursuite d'un schéma destructeur. Le voyage de l'exploitation financière à la connexion véritable reste en cours, avec des progrès mesurés en petits moments plutôt qu'en déclarations spectaculaires. La guérison familiale ne suit aucun calendrier sauf le sien, avançant au rythme de la volonté de changement du membre le plus lent. Ce que je sais avec certitude, c'est que la valeur transcende la richesse, que la générosité sans limite devient de la servitude, et que la famille, dans sa forme la plus saine, élève plutôt qu'elle n'extrait. Parfois, l'action la plus aimante est d'établir des limites qui permettent à chacun de devenir la meilleure version de lui-même. Avez-vous déjà eu à établir des limites difficiles avec des êtres chers qui prenaient votre générosité pour acquise? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus de leçons de vie réelle sur les finances familiales et la recherche de l'estime de soi au-delà de ce que vous fournissez aux autres. Rappelez-vous, parfois les choix les plus difficiles mènent aux résultats les plus sains. Merci d'avoir écouté mon parcours de l'exploitation à l'autonomisation. J'espère que cela aidera quelqu'un d'autre à trouver le courage de s'estimer assez pour dire assez.